Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous Alta et vous. Bonjour Michel. Bonjour. Et cette semaine, nous sommes en compagnie de Catherine Riera. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Alors, vous avez de multiples casquettes. Vous êtes présidente de l'association donc La Marido, mais également donc secrétaire générale de l'entreprise Gloria Marie. C'est ça, on va en parler tout au long de la semaine. On va parler de ces deux casquettes principalement. Fort bien. Alors, on parle un peu d'aquaculture parce que moi, ça m'a toujours passionné. Quand on passe devant la ferme aquacole sur la route des Sanguinaires, je me dis comment ça marche. Oula. Comment c'est fait et Ouais. comment on fait pour avoir cet espace où on élève des poissons et quel genre de poissons, tout ça. Donc voilà, moi je me pose ces questions sans arrêt. D'accord, donc là il va nous falloir à peu près 3 émissions, vous vous en rendrez compte hein, quand même. Non mais en très condensé, puis après je développerai très des points condensé, si vous le ouais. souhaitez, mais en très condensé. Pour avoir une ferme aquacole, d'abord il faut demander une concession en mer, à ce qu'on appelle la DDTM, donc la Direction départementale des territoires et des mers, qui est une entité de la préfecture, pour avoir donc le droit effectivement d'avoir un espace en mer. Donc ça c'est une concession qui est renouvelée tous les 20 ans en moyenne, et qui donne l'autorisation donc d'installer ce qu'on appelle des cages, hein, ce sont des filets qui sont mis en pleine eau, à peu près 30, 35 mètres, 40 mètres de profondeur, de manière à avoir une très forte courantologie pour pouvoir faire en sorte que les poissons sont dans un espace particulièrement oxygéné, dans des conditions les plus idéales possibles, les plus proches possibles de leur environnement naturel. Et ben dedans, on y met effectivement ce qu'on appelle des alevins au départ, hein, c'est-à-dire des petits poissons qui, avant d'être des poissons, ils sont des alevins, avant d'être des alevins, ce sont des œufs qui ont été donc en fait pondus dans nos écloseries, puisque nous avons maintenant depuis 2013 racheté des écloseries en Bretagne, à Noirmoutier également, en Vendée et dans le nord de la France. Donc nous maîtrisons toute la chaîne de reproduction et d'élevage jusqu'au grossissement de nos 4 espèces que nous produisons, qui sont donc le maigre, la dorade, le loup et le turbo à Noirmoutier. Alors, l'intérêt justement de maîtriser toute cette chaîne, c'est une garantie de qualité, c'est une garantie peut-être aussi environnementale, ça permet de garantir certaines conditions. Pourquoi ce choix ? Parce que justement, ça sécurise, ça nous sécurise, nous, au niveau de la provenance, justement, des géniteurs, hein, de ceux qui sont les reproducteurs et qui nous garantissent que ce sont des poissons de bonne qualité, qui auront des bonnes propriétés organoleptiques au niveau de la qualité de la chair, au niveau de leur robe, hein, de la couleur, etc., etc. Notre ambition, nous, c'est de se rapprocher le plus possible en termes de gustatif, en termes je dirais de couleur du poisson, de ses caractéristiques du poisson sauvage. Donc on fait ce qu'on appelle une sélection naturelle, c'est-à-dire que sur chaque lot, chaque année, on garde les plus beaux poissons. Hein, c'est comme un concours de Miss, mais là c'est Miss Poissons. Et nous les gardons pour être les futurs reproducteurs. Donc d'année en année, bien évidemment, on a les meilleurs, ceux aussi qui sont les moins malades, ceux qui résistent le mieux aux températures, aux amplitudes, parce que depuis quelques années maintenant, on a très chaud l'été, la température monte, donc on a des poissons qui sont plus ou moins fragiles, etc., etc. Donc tout ça fait que on a une très bonne maîtrise, effectivement, de la qualité des poissons que nous élevons. Justement, au point de vue maladie, la rumeur court toujours sur les fermes aquacoles, un peu comme avec les poulets qui sont élevés en batterie ou les vaches, cette fameuse ferme des 1000 vaches dont on parle. Donc cette densité de bêtes, d'individus qui sont dans vos cages, il y a des risques de maladie, forcément. Alors, tout dépend, vous l'avez dit, tout dépend du type d'élevage qu'on a choisi. Nous, on a depuis toujours choisi la qualité pour nos poissons, mais la qualité aussi environnementale, parce qu'une densité de poissons, c'est bien sûr des poissons qui vivent moins bien, qui sont moins heureux, puisqu'ils ont moins de place pour nager, mais c'est aussi un impact supplémentaire pour l'environnement. Donc nous, depuis le début, c'est-à-dire 1992, hein, il faut savoir que Aquadé, hein, puisque c'est la marque en Corse, a été une des premières fermes aquacoles, hein, montées par des jeunes originaires de Corté, des jeunes biologistes de Corté, qui ont démarré l'affaire à Campomor. Et depuis le début, le parti pris a été de dire on travaille sur le bien-être animal et sur le respect de l'environnement. Donc, nous avons des fermes dans lesquelles il y a une très faible densité dans nos cages. Donc, les poissons peuvent vraiment nager, ils peuvent vraiment s'alimenter régulièrement. Donc, on ne les met pas ni en souffrance ni en surnourrissage. C'est important aussi parce que souvent on nous dit que les poissons d'aquaculture sont gras. Ils sont gras s'ils sont trop nourris, s'ils sont boostés. Nous, on respecte le cycle naturel du poisson. Donc, on ne commercialise aucun poisson à moins de 3 ans. Il faut le savoir.
En matière de poulet ou de veau, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont gavés, enfin qui sont boostés, ce qu'on appelle boostés. Nous, c'est pas du tout le cas. On respecte vraiment le cycle naturel du poisson. Et on a, sur les espèces, on a des engagements au niveau des cahiers des charges. Label rouge, par exemple, c'est 0 traitement antibiotique. On est obligé de respecter notre engagement en termes de Et il y a des contrôles. Et il y a des contrôles, bien sûr. D'ailleurs, pour distribuer un antibiotique, il faut passer par une commande auprès d'un vétérinaire assermenté au niveau de l'ordre des vétérinaires et de la DGCRF, qui vous autorise ou pas à acheter un médicament. Donc tout ça est tracé. Il faut savoir qu'en France, tous ces traitements-là sont extrêmement suivis, contrôlés, et on est le pays le plus exigeant et le plus contrôlé en termes sanitaires et réglementaires. Donc ça doit rassurer les consommateurs par rapport à d'autres poissons d'aquaculture qui viennent d'autres pays. Et c'est vrai qu'il faut, c'est un conseil que je donne aux consommateurs éventuels de poissons, c'est exiger la qualité France, la nôtre bien évidemment, ou d'autres de production française, parce que vous êtes sûr effectivement d'avoir un niveau d'exigence dans les méthodes d'élevage qui est les plus pointues au monde. On est bien loin en fait de l'exemple norvégien, parce que on le sait, ça n'a rien à voir. Scandale. Mais bien sûr, oui. Et encore, ce scandale-là, c'était il y a quelques années, parce que depuis, ils ont eu effectivement, ils ont été un peu pris la main dans le sac, donc depuis, les pratiques ont beaucoup évolué. Mais ces scandales qui ont existé il y a une petite dizaine d'années, aujourd'hui, sont devenus très rares, même en Norvège, où effectivement, ça avait été le scandale. Mais voilà, non, c'est, faut comprendre qu'en matière d'élevage, il y a de tout. Il y a du très bon et il y a du très mauvais. Voilà. Après, il ne faut pas faire des amalgames. En ce qui nous concerne, on a d'emblée pris ce parti pris d'avoir des poissons de très haute qualité. D'ailleurs, c'est reconnu par tous les labels que nous avons, puisque on a différents labels gustatifs, comme les labels rouges. On est membre du Collège culinaire de France. On est référencé par de nombreux chefs étoilés. Le plus prestigieux peut-être étant l'Élysée, puisqu'on est référencé à l'Élysée. Voilà, donc ça veut dire qu'à un point de vue gustatif, les chefs qui font ce qu'on appelle les tests à l'aveugle, bien souvent se font prendre au piège de la dégustation, mais aussi en termes environnementaux. On a choisi d'emblée d'être adhérent à Friends of the Sea, qui sont des garanties au niveau justement des pourvoyeurs d'aliments pour les poissons, traçabilité des aliments que nous donnons à nos poissons. On est membre également et partenaire de Éthique Océan, avec lesquels on est en train de travailler. On est premier groupe en France et je crois même européen à travailler sur une charte des bonnes pratiques d'aquaculture. On va être la référence à venir en matière européenne sur ce que nous faisons déjà et sur les axes de progrès sur lesquels on pourrait encore travailler, pourra encore améliorer. Tout ça pour dire que c'est une dynamique qui est constante, quoi. On n'est jamais dans le satisfait et on est toujours à la recherche de s'améliorer en permanence. Est-ce qu'on peut se poser aussi une question? Est-ce qu'il existe des passerelles finalement entre la pêche locale et l'aquaculture? Est-ce qu'il vous arrive de travailler justement avec les pêcheurs pour réunir aussi? Alors, on est membre du même syndicat, oui, en quelque sorte. Travailler ensemble, non, pas trop, parce qu'on n'a pas d'occasion vraiment de travailler. En revanche, ce qui est important, nous, on en est convaincus, c'est de s'organiser en complémentarité, parce que c'est vrai que, on le sait, malheureusement, les prélèvements ont fait que beaucoup de ressources se sont raréfiées, et que donc, heureusement, les gens aiment manger du poisson, donc quand les mauvais jours de pêche, où la météo est telle, où on n'a pas trouvé des choses à ramener aux étals, eh bien, on est content de pouvoir compléter les poissonniers, les étals des poissonneries avec du poisson, avec nos poissons. Donc, je pense qu'en cela, on est complémentaires. Après, pour nos éleveurs qui sont sur les cages et qui nourrissent tous les jours, qui plongent pour aller surveiller les poissons, qui regardent les filets, etc., ça reste des métiers de la mer. Donc ça reste une passion aussi, parce que ce sont des métiers difficiles. On est soumis aux aléas météorologiques. En ce moment, il y a beaucoup de vent, il y a des tempêtes, il y a de la mer. L'été fait très chaud, donc ça reste des métiers particulièrement difficiles. Je crois que ça, c'est en commun. Et qu'effectivement, pour y rentrer, pour s'y tenir, il faut que ça soit une passion, celle de la mer et du poisson. Parce que sinon, on n'y reste pas. Voilà. Vous dites complémentarité, parce que ça fait bien. Mais en fait, on peut dire concurrence aussi, vis-à-vis des pêcheurs, parce qu'à un moment donné, les clients, les marchés, les restaurateurs, tout ça, ont plus tendance, pour être sûr de la qualité précisément, d'aller vers vous et de vous acheter. Et je pense, je sais, enfin en tout cas on me l'a dit, que vous avez beaucoup, vous envoyez beaucoup de poissons
ailleurs qu'en Corse. Ah oui, on Hein, vous exporte. faites un peu comme les gens des Clémentines. Hein. Oui, En oui. fait, on trouve beaucoup plus de poissons corse des fermes aquacoles corse sur le continent qu'en Corse. Oui, bien sûr, parce que la demande est plus forte à l'extérieur qu'en Corse, parce que justement, on laisse la place aux pêcheurs. Donc, on travaille en Corse avec des mareyeurs. À Ajaccio, par exemple, c'est avec Socomar. Si Socomar nous dit qu'effectivement, pardon, je peux citer une marque, je ne sais pas. Voilà, si des restaurateurs demandent nos produits, bien évidemment, notre distributeur va les livrer, mais il y a des restaurateurs qui privilégient avant tout et surtout parfois des poissons de pêche. Oui. Et c'est tout à Oui, fait oui. jouable. Ça se Et voit sur les puis, cartes, hein, voilà. de toute façon. Et puis, Il y a une précision. voilà, je crois qu'il en faut pour tous les goûts, pour tous les budgets aussi, parce qu'un poisson de pêche n'est pas le même prix qu'un poisson d'aquaculture. Alors, quelle est la différence? Allez voir aux étals, hein, mais il y a une différence, oui, bien sûr, il y a une différence, parce que ce qui est poisson rare est sauvage. cher, et le poisson sauvage, il est de plus en plus rare, malheureusement, donc il est normal que le pêcheur qui le vende un peu plus cher que celui que nous avons produit. Oui, mais alors chez le C'est- restaurateur, le plat de poisson, il est au même prix que le poisson sauvage et le poisson aquacole, il est vendu au même prix. Moi, je sais que, bon, C'est vrai. je suis un mangeur de poisson, donc Ouais. j'aime bien ça, mais je paye toujours. Alors là, il faut vous mon plaindre au poisson syndicat de des la même façon. restaurateurs. Bon, normalement, il devrait se retrouver un petit peu moins cher à la carte, ça serait la logique. Mais bon, je ne peux pas vous répondre à la place des restaurateurs. Moi, ce que je sais, c'est que je sais le prix qu'on le vend effectivement aux distributeurs. Et il me semble normal qu'un poisson de pêche soit vendu un peu plus cher que le nôtre, parce que voilà, c'est un travail beaucoup plus difficile, et il est normal qu'un pêcheur puisse valoriser le fruit de son travail. Après, c'est plus rare aussi, donc voilà, mais voilà, tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. En tout cas, je pense qu'il en faut pour tous les budgets. Ça aussi, c'est important, parce que nous sommes contents de voir que nos produits deviennent de plus en plus populaires, de plus en plus demandés. C'est vrai qu'on est content de voir que il y a quelques années, on exportait 90% de la production. Aujourd'hui, on est plutôt à 75-78%. Donc ça veut dire que de plus en plus de Corses demandent notre poisson. Ça nous fait plaisir, bien évidemment. Mais je pense qu'on est loin d'avoir concurrencé nos amis les pêcheurs. Et on ne devrait surtout pas les concurrencer. Je pense qu'il y a de la place pour les deux. Et c'est tant mieux. Alors, on va parler aussi d'emploi, puisque l'aquaculture, ça crée de nombreux emplois. Aujourd'hui, vous employez combien de personnes en pays ajaccien? Alors, à Ajaccio, une bonne quarantaine de personnes sur des métiers assez divers, hein, puisqu'il y a la partie, je dirais, administrative, hein, qui comporte la partie gestion des ventes, administration des ventes, production, gestion de la production, la qualité, toutes les démarches qualité, les équipes commerciales, la comptabilité. Donc tout ça, ce sont les bureaux qui sont à Baléone. Et puis après, il y a les équipes en mer, où là, nous avons des éleveurs, donc des jeunes qui se sont formés d'abord au métier de la mer, c'est-à-dire à la navigation, la conduite de bateaux, mais aussi donc à la gestion de l'alimentation et des différents process de nourrissage de notre cheptel. Ensuite, nous avons des plongeurs sous-marins, parce qu'il faut plonger quotidiennement sous les cages, enfin autour des cages et aux environnements des cages, pour vérifier que les amarrages sont bien faits, que les filets n'ont pas été attaqués par des prédateurs, hein, des tonidés, des grosses bestias qui viennent pour essayer d'attraper des plus petits. Donc il y a un travail en permanence de surveillance de l'ensemble des filets. Et puis voilà, je pense que c'est essentiellement les métiers. Et ces métiers de la mer, justement, est-ce qu'ils sont difficiles aujourd'hui à pourvoir? Est-ce qu'il est difficile de recruter, parce que c'est quand même des métiers qui nécessitent une certaine formation, qui sont difficiles? Est-ce que vous arrivez forcément à trouver de la main-d'œuvre? C'est difficile parce qu'on se rend compte que les jeunes sont de moins en moins attirés par ces métiers qui sont des métiers effectivement physiques, éprouvants, parce qu'on le disait avant-hier, je crois, ou hier. Voilà, il faut travailler en fonction des conditions météo. Des fois, on est secoué pendant plusieurs heures parce qu'on part en mer pour nourrir et qu'il y a de la houle ou il y a même une tempête. Mais les poissons, ils ont faim, il faut les nourrir 2 fois par jour parce qu'il fait très chaud, on est en plein été, parce qu'il fait très froid, on est en plein hiver. Et il y a des Donc, tempêtes. il y a des tempêtes. Donc, tout ça fait que ce sont des métiers qui sont éprouvants. Donc, il faut être vraiment passionné par le produit et par le métier pour y rentrer.
Donc c'est pas évident, c'est franchement pas évident de trouver ces jeunes qui ont envie d'embrasser ces métiers. J'ai oublié le conditionnement aussi. Ça, c'est important aussi dans le process d'élevage. Donc, il y a évidemment le nourrissage, la pêche, et ensuite le conditionnement pour les expéditions. Est-ce que vous avez un rôle aussi de formateur, peut-être, justement, parce que ce sont des métiers quand même qui nécessitent une certaine technicité. Donc, j'imagine que sur le marché, on ne trouve pas forcément des gens qui connaissent ces métiers. Est-ce que vous pouvez justement former des gens? Oui, bien sûr. On forme des jeunes qui sortent souvent des PTS aquacoles qui existent sur le continent. Donc il y a différents lycées aquacoles ou maritimes qui forment à des niveaux PTS ou CAP. Et puis ensuite, on leur donne effectivement une formation complémentaire à nos process, à nos valeurs aussi, puisqu'il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne veut pas faire. Donc on leur demande justement de respecter certaines choses qui sont pour nous importantes. Donc oui, bien sûr, il y a toujours une intégration. Et dans cette intégration, il y a des formations spécifiques. Et donc, quand vous avez ce nombre de fermes aquacoles, il y en a combien? Il y en a 2 en Corse du Sud? Alors, Campo-Mort alors, il y en a une à Campo-Mort, et au Sanguinaire, il y en a 2 en fait. Il y en avait 2 historiques, puisque nous avons racheté la deuxième il y a quelques années de cela, suite à une faillite. Donc, historiquement, il y a 2 fermes aux îles Sanguinaires, qui n'en font plus qu'une aujourd'hui, mais il y a 2 sites de concession en mer. Et en Haute-Corse, non? En Haute-Corse, il n'y en a pas, non. Et il y en a de moins en moins d'ailleurs, puisqu'il y a quelques années, moi je n'ai rejoint le Gloria Maris qu'il y a 2 ans, mais quand l'aquaculture s'est développée il y a une dizaine d'années, puisque maintenant ça fait 30 ans déjà, mais il y a une dizaine d'années, avant les faillites successives liées à la concurrence qui s'est développée en Grèce, en Méditerranée, notamment en Turquie, la Corse a compté jusqu'à 10 entreprises aquacoles. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Mais donc, il y a une réputation, vous avez une réputation qui est très très haute, parce que je me suis renseigné aussi, et je sais que en fait, votre entreprise est réputée partout en Europe. Oui, c'est vrai. On a construit vraiment le développement de Gloria Maris sur cette réputation qui est faite sur, à la fois, je le disais, je le répète, sur la qualité de nos produits. Et la qualité de nos produits, elle est vraiment liée au process que nous mettons en place, au niveau de l'alimentation, des faibles densités, du respect du cycle naturel du poisson dans sa croissance, son bien-être. On est en permanence sur des programmes de recherche avec Stella Mar. Hier, j'étais à Stella Mar, à Bastia. On est sur des programmes de recherche qui étudient en permanence tous ces facteurs qui font que un bon poisson est un poisson heureux, si je devais résumer. Voilà. Donc ça, c'est important pour nous parce que derrière, c'est la qualité du poisson et c'est le niveau d'exigence le plus élevé qui passe notamment par la reconnaissance des chefs. Et puis à côté, il y a l'environnement, le respect de l'environnement. Parce que la première matière pour nous, pour un bon poisson, c'est la qualité de l'eau. Donc il y a tous les programmes de surveillance, d'examen, d'études de l'eau et de l'environnement de l'eau. Nous étions la semaine dernière avec Suez Environnement et l'Agence française de la biodiversité, parce qu'on clôturait un programme de recherche qu'on menait depuis 1 an et demi sur la surveillance acoustique sous-marine, pour voir l'impact sur le bien-être du poisson des bruits sous-marins sur les 4 saisons, automne, hiver, printemps, été, pour voir un petit peu comment ils réagissent au niveau du stress sur le passage des scooters des mers, des paquebots, de la fréquentation, des navettes, etc., etc. C'est pour vous dire que pour nous, l'environnement de nos poissons est quelque chose d'extrêmement important, on y veille beaucoup, et c'est ces 2 facteurs-là essentiels qui font qu'effectivement, on a réussi à hisser nos produits et notre marque au plus haut niveau européen, et faire en sorte qu'aujourd'hui, Éthique Océan, qui est une association environnementale de renom au niveau européen, a choisi de travailler avec nous pour élaborer cette première charte des bonnes pratiques en matière d'aquaculture. Donc on en est très fiers parce que nous on l'a fait de manière intuitive et avec passion, parce qu'on est passionné par nos métiers, par cet engagement, mais que ça soit reconnu par des associations environnementales comme Éthique Océan, qui est extrêmement indépendante, qui ne se soumet à aucune pression, aucun lobby, etc. Pour nous, c'est un élément de satisfaction et c'est aussi, il faut le dire, un élément de différenciation par rapport à tous ces poissons qui nous arrivent de Grèce, de Turquie, d'Espagne, etc. et qui sont sur le marché français alors que voilà, la qualité n'est pas la même. Encore une fois, on n'est pas sur les mêmes produits. En tout cas, on revendique une différence. Alors, Gloria Maris, c'est aussi des sites hors de la Corse. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc, la Sardaigne, la Vendée, la Bretagne. Est-ce que le goût du poisson change selon qu'il soit issu de l'Atlantique ou issu de la Méditerranée? Est-ce qu'il y a des différences notables? Alors, en Vendée et à Noirmoutier, en Vendée, donc la Noirmoutier, et en Bretagne, Trédarzec, nous fabriquons du turbo.
Donc, c'est évidemment un poisson différent. Spécifiquement Oui, atlantique, ça. voilà, absolument. Sur le site de Sardaigne, c'est un site 100% bio, où nous produisons du bar et de la dorade. Et dans le nord, nous produisons du maigre, du bar et de la dorade également. Les meilleurs viennent de Corse. Je vais être chauvine. Mais c'est vrai que ceux qui sont privilégiés par les chefs, dont on parlait ces jours derniers, sont ceux d'Aquadea, parce que c'est vrai qu'on a un site vraiment exceptionnel, ou de Campomor, mais à Aquadea, parce qu'à Campomor, il y a moins de courantologie. La baie est quand même assez fermée. Il y a de plus en plus de bateaux aussi, donc il y a des interférences, on parlait des parasites et de l'environnement, mais c'est vrai que la fréquentation, on s'est aperçu il y a quelques années que la fréquentation des bateaux avec les ondes est extrêmement perturbée nos poissons. Donc ça a été pendant très longtemps le plus beau site de Corse pour nous, et aujourd'hui la Parate, qui est toujours extrêmement brassée, qui est vraiment un site Natura 2000, avec une très forte courantologie, un renouvellement des eaux permanent, est le meilleur site qui soit. Au monde. Alors, le bar, c'est le nom breton du loup. Oui. Hein. Et en fait, vous disiez lundi, quand on a commencé l'émission, que vous avez pris des alevins qui venaient de Bretagne pour peupler vos cages, la plupart. Hein. Donc, ce sont en fait des poissons bretons qu'on a implantés ici. Non, mais justement. Non. Ne stresse pas, Michel. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'on sélectionnait dans nos cheptels, chaque année, les plus beaux spécimens, ceux qui vont devenir les reproducteurs. Oui. Donc ensuite, ces reproducteurs sont amenés dans nos écloseries, où là, donc, ils sont peaufinés, puisqu'ils deviennent les stars de l'écloserie. Et ce sont nos étalons, en quelque sorte. Donc, on les prend, ils viennent de Corse. Ceux qui sont choisis pour les bases en Corse viennent de Corse. Voilà. Et ceux qui sont dans le Nord viennent du Nord. Voilà. Et on a 2 écloseries. Une à Noirmoutier, qui effectivement produit d'ailleurs des alevins également de bar, et pour le Nord. Et à EMG, donc, qui est à Gravelines, là, ce sont effectivement des alevins pour la Corse. Mais ce serait impossible d'implanter, par exemple, le turbo en Corse ? Oui, parce que le turbo, c'est particulièrement difficile d'ailleurs à produire et à élever. Donc, il faut des conditions que nous n'avons pas du tout en Corse. Et puis, on a déjà 3 espèces qui marchent très bien. Mais en revanche, on est en train d'étudier un site supplémentaire en Normandie, puisqu'il y a le président de la région Normandie, qui est venu d'ailleurs en visite officielle il y a quelques mois de cela en Corse, qui avait rencontré les présidents de l'exécutif et de l'Assemblée, et qui avait dit: vous avez une chance incroyable, parce que moi je veux faire de la Normandie un département de France et une région de France à la pointe de l'économie bleue, et je veux absolument que Gloria Maris vienne investir en Normandie. Et depuis des mois, ils nous harcèlent pour nous avoir là-bas. Ils nous ont trouvé un terrain et ils nous font des ponts d'or pour qu'on vienne développer une nouvelle installation en Normandie. Et ça sera une installation de turbo, parce que les eaux là-bas sont extrêmement fraîches, froides même, et qu'il y a du sable, et que c'est vraiment pour la filtration naturelle de l'eau qu'on va pomper en mer, en fait, parce que ce sont des bassins, c'est de l'aquaculture en bassin. J'ai oublié de vous le dire, ça, en fait. En Corse, on est en pleine mer, mais en Normandie, à Trédarzec et dans le Nord, ce sont de l'aquaculture de bassin, c'est-à-dire qu'on pompe de mer qui est en permanence oxygénée et rejetée à la mer. Donc c'est un cause des marées, justement. Absolument. Ce sont des process très différents. Comme c'est toujours de l'eau de mer, mais avec un travail. Thalassothérapie des poissons. Voilà, exactement. Donc voilà, on envisage de pouvoir se développer sur un nouveau site de turbo, parce que on est la référence mondiale en matière de turbo. On a développé un savoir-faire unique au monde. Je fais encore du cocorico, je suis un peu désolée quand même, mais on a développé un savoir-faire qui nous permet d'endormir les turbos et de les expédier vivants en Asie, où arrivés là-bas, ils sont réveillés et remis donc dans des aquariums, puisqu'on sait que les Asiatiques aiment bien le poisson vivant. Est-ce que le consommateur corse peut profiter de ces poissons bretons ? Vous importez, vous Alors, nous, on n'importe pas. Mais si encore une fois, nos distributeurs, puisqu'on ne distribue pas, nous, on est producteurs, mais on n'est pas distributeurs. On travaille sur la Haute-Corse et sur la Corse du Sud avec 2 distributeurs. Ils ont tout loisir, effectivement, de pouvoir en commander. Je ne sais pas s'ils le font, je ne peux pas vous dire. Mais ils peuvent tout à fait le faire, bien sûr. Après, je pense qu'il y a des habitudes de consommation aussi. En Méditerranée, on ne consomme pas du turbo. Exactement. On va consommer plus de dorade. Dans le Nord, peut-être plus de bar. Ouais. Vous avez un circuit de vente
aux clients lambda Alors, nous, nos clients sont 3 ordres. Le premier, c'est ce qu'on appelle la GMS en général, donc la GMS plutôt de haut de gamme. On a notamment signé un partenariat avec Carrefour, Qualité Carrefour, mais aussi Auchan, par exemple, ou Leclerc. D'ailleurs, vous trouvez nos poissons aux étals Leclerc. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les grossistes, qui sont, eux, les plus grosses parties d'ailleurs de nos clients sont les grossistes, qui, à leur tour, vont livrer les restaurateurs dans la France entière. Donc des gros grossistes par région qui sont et les petites poissonneries On ne livre pas les petites poissonneries en direct, non, parce que c'est trop difficile. Ce sont ce qu'on appelle les grossistes qui livrent les poissonneries. Ah, d'accord. Voilà, on ne va pas dans le détail, si je veux dire. Voilà. Donc, par contre, quand un restaurateur nous appelle en disant « je voudrais vos poissons », on dit « où habitez-vous » Eh bien, à Rungis, ou en fonction de son lieu en France, on l'oriente vers un des grossistes qui dessert cette zone de chalandise. Alors, soyons honnêtes, la texture de la chair du poisson d'élevage n'est pas la même que la chair du poisson sauvage, en principe. Alors, comment on arrive à essayer de se rapprocher le plus possible du naturel, du vrai naturel C'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis quelques jours. C'est beaucoup de facteurs, c'est très subtil, mais c'est un travail de longue haleine, de longues années d'expérience sur le choix de l'aliment, c'est ce qu'on appelle les intrants, donc la façon dont on va les nourrir, la qualité de ce qu'on va leur donner à manger, qui doit respecter le plus possible de ce qu'ils mangent dans la nature. Dans la nature, ils mangent quoi? Un poisson carnivore, puisque là on parle d'espèces nobles qui sont des poissons carnivores, contrairement à d'autres comme le tilapia qui sont herbivores. Les poissons carnivores, dans la nature, ils mangent des végétaux et du poisson, des crustacés, des choses comme ça. Donc, pas de farines animales, non, de farine de poisson. De bovins, non, pas du tout. Ça, non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Donc nous, on leur donne ça. Et ensuite, on travaille sur, encore une fois, des très faibles densités dans la cage pour qu'ils puissent circuler, pour qu'ils puissent nager, une forte courantologie, pour qu'il y ait en permanence des brassages, etc., etc. Pas de stress. Voilà, c'est toutes ces choses qui, petit à petit, font que quand on arrive à des dégustations à l'aveugle, je vous le disais, bien souvent, on gagne les tests parce que les chefs ne savent pas dire quel est le poisson de l'élevage, en tout cas de notre élevage, et un poisson sauvage. Mais c'est un travail, encore une fois, nous on est en surveillance permanente, on oblige nos collaborateurs à faire des tests de qualité gustative, mais aussi d'observation, la robe, la couleur, les stries, etc., les dorsales, les queues, tous les mois. Tous les mois, on leur demande de goûter le poisson, de le regarder, de remplir un cahier des charges pour voir si effectivement, par rapport aux critères de beauté, aux standards, on est bien au rendez-vous. Et des fois, on est déçus. Des fois, on leur dit, attendez, il y a eu un relâchement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, etc., etc. Donc, c'est un travail permanent. Des chefs cuisiniers avec lesquels vous travaillez, quel est le poisson qu'ils privilégient le plus? Est-ce qu'il y a une espèce, finalement, qui est la reine de la grande gastronomie française? Alors, pendant longtemps, très honnêtement, ça a été le loup. Ça a été le poisson roi. Et depuis quelques années, nous avons le plaisir de voir que nos maigres, le maigre label rouge notamment, est un poisson qui est de plus en plus demandé et de plus en plus remarqué par les chefs qui le demandent de plus en plus. On a participé il n'y a pas très longtemps à l'émission Top Chef, Objectif Top Chef, puis Top Chef, avec notamment Michel Etchebech, qui a été absolument bluffé. Il nous a reçus en disant « Oh là là, l'aquaculture, moi je n'étais pas pour, je ne suis pas convaincu ». Il nous a posé plein de questions. Enfin, il était vraiment réticent au départ. Et après, il a découvert, il a travaillé, puisqu'il y a une recette qui est faite par les élèves, mais aussi par lui-même. Et à la fin, il était bluffé. Il nous a demandé des contacts et il va le choisir dans ses restaurants. Ils sont étonnés par la qualité de la chair, aussi bien crue que cuite d'ailleurs, parce que ça aussi, c'est souvent remarqué par les chefs. C'est que c'est un poisson qui se tient extrêmement bien à la cuisson, quelle que soit la cuisson, et qui, cru, en tartare par exemple, est extrêmement goûteux, juteux, et donc c'est un poisson qui aujourd'hui se démarque beaucoup par rapport aux autres. C'est étonnant parce que finalement il était peut-être un petit peu peu connu jusqu'à présent. Absolument. C'est pour ça qu'on est surpris. On a fait beaucoup de concours avec différentes espèces, et aujourd'hui c'est celui-là qui est à chaque fois redemandé, parce que justement il est méconnu aussi. Peut-être il y a un phénomène de curiosité aussi, de nouveauté. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il est testé, il est apprécié et redemandé. Là, on repart sur le concours Agecotem, le Neptune d'or au mois de janvier, là, dans quelques semaines, sur Nice, qui est un concours de haut vol avec des MOF. Et là aussi, c'est le mec qui a été demandé. Donc, régulièrement, c'est maintenant le mec qui est
qui est choisi. Vous participez donc à de nombreux concours. Justement, comment vous êtes rentré dans ce circuit un petit peu fermé, vous êtes sollicité, c'est vous qui faites les démarches, comment ça se passe? Honnêtement, au début, c'était plutôt nous. On a tapé aux portes. Collège Cuillère de France, par exemple, c'était un petit peu ambitieux parce qu'on savait que c'était plutôt des artisans qui le choisissaient, des étudiants producteurs. Donc, on nous a dit non, a priori non. Et puis, on a aimé écouter, déguster quand même, essayer de voir. Et puis, depuis, évidemment, voilà, les chefs sont ravis. Guillaume Gomez, ça a été, je ne sais même pas comment ça s'est passé d'ailleurs. Je ne peux même pas vous dire, parce que lui, on n'est pas allé le chercher. C'est pas quelqu'un qu'on va chercher, je peux vous le dire. Donc, je pense que c'est le bouche à oreille. C'est beaucoup de bouche à oreille quand même. C'est beaucoup. Ce milieu-là se connaît bien. On est présent sur des salons. On est membre du concours Olivier Rollinger, donc le patron des Relais Châteaux de France, qui lui travaille évidemment le poisson, mais aussi l'éthique de toute la chaîne des acteurs du poisson. Et il forme les futurs chefs des restaurants, mais aussi les gens de salle, à savoir parler, raconter une histoire autour du poisson et autour du producteur de chaque poisson. Et c'est ce qui lui a plu chez nous. C'est qu'il veut vraiment que dans la relation avec le consommateur en restaurant, c'est pas seulement le poisson dans l'assiette qui arrive, mais c'est pourquoi ce poisson-là, pourquoi ce producteur-là, et quelle est l'histoire qu'il y a derrière. Donc ça nous plaît bien parce que c'est vrai que Gloria Maris, c'est une histoire de plus de 30 ans maintenant, qui n'était pas gagnée d'avance, qui a été menée donc par mon mari et ses associés. Et ça a été une histoire laborieuse, difficile. On a eu des coups durs, ça a été des moments complexes. Donc aujourd'hui, oui, on est bien sûr heureux et fiers de ce chemin parcouru, mais rien n'est acquis. On a notre fils qui va nous rejoindre, qui nous rejoint en ce moment d'ailleurs, après 5 ans partis à l'étranger, et qui s'intéresse maintenant à l'avenir de ce secteur et de l'entreprise. Et on lui dit, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. C'est plutôt une mer démontée bien souvent. Oui, est-ce que vous avez un projet de faire des crustacés un jour en Corse? Pour l'instant, honnêtement, non. Alors, on a un projet avec Stella Mar, justement, un projet qu'on appelle aquaculture intégrée multitrophique. C'est-à-dire qu'avec Stella Mar, on étudie la possibilité d'avoir sous les cages, pour valoriser ce qu'on appelle les coproduits, donc les résidus de ce qui tombe au moment du nourrissage, des espèces qui sont là et qui naturellement peuvent à la fois filtrer l'eau, et utiliser ces coproduits comme par exemple effectivement le homard, la moule plate ou le concombre de mer. Donc ça, c'est un projet qu'on mène avec Stella Mar sur des produits qui pourraient effectivement être développés autour des fermes ou sous les fermes et qui pourraient... mais à ce stade, c'est au stade de projet de recherche. On n'est pas encore dans la production à grande échelle. Oui, parce que j'ai vu, moi qui suis un mangeur de crustacés, j'ai remarqué qu'en Corse du Sud, il y avait beaucoup moins de langoustines, par exemple, qu'en Haute-Corse. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'un jour, on peut essayer de faire de la langoustine dans le Sud. Écoutez, je prends note de votre demande. Je sais pas, non, mais je ne sais pas si c'est possible. Je vais me tourner vers les équipes, mais il a posé cette question à plusieurs personnes. Scientifiquement, je ne sais pas si c'est possible. Enfin, je ne peux pas vous dire. Honnêtement, je serais aventureuse de vous répondre de manière très précise. Je ne sais pas. Je préfère dire je ne sais pas, mais j'entends votre plainte. Parce que les chefs adorent aussi travailler la langoustine. Oui, mais je serais contente de pouvoir produire la langoustine, je vous confirme. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Évidemment, avant de se quitter, on va vous poser une question sur aussi votre engagement au sein de la Marido, donc contre le cancer. Des événements prévus tout au long de l'année. Évidemment, il y a octobre, mais il y a aussi d'autres événements. Est-ce qu'au début d'année, on va justement oui, bien sûr. Avoir des rendez-vous? La Marido, la collecte s'organise autour de l'événement du mois d'octobre, mais autour de beaucoup d'événements associés, partenaires. L'année dernière, en 2019, donc, nous en avons eu presque 40 dans toute la Corse. Donc c'est vous dire que les initiatives sont nombreuses et importantes, puisque c'est plus de la moitié de la collecte qui est faite par d'autres partenaires et d'autres initiatives individuelles dans toute la Corse. Donc là, par exemple, le 26 janvier, nous avons traditionnellement le Trail Blanc à Verges, au col de Verges, qui est organisé par nos amis du Restonica Trail depuis toujours, puisqu'ils l'ont créé il y a 11 ans de cela au profit de l'association. Nous avons de mémoire le 8 mars le Trail de Santa Reparat, avec notre ami Antoine Brignette et toute sa formidable et merveilleuse équipe, trail et marche, puisqu'à chaque fois c'est
pour les marcheurs et pour les coureurs. Donc vous pouvez venir, Michel, Lisa, vous pouvez venir en famille. Il y a de tout, il y a des petites marches et des grandes courses. Ça se veut. Et puis il y a beaucoup d'événements qu'on peut retrouver sur notre site internet. Et c'est important puisque chaque année, on repart à zéro. Il faut savoir, chaque année, notre collecte qui est aux environs 250 000 euros par an est intégralement reversée dans des dispositifs d'accompagnement des malades du cancer. Le premier étant le fonds de secours, des aides financières directes aux malades qui ont besoin, parce qu'ils se retrouvent en situation de précarité ou de fragilité économique, parce que perte d'un emploi, on est artisan, on est commerçant, on ne peut plus travailler, donc on ferme une boutique et on ne peut plus rentrer de salaire, ou on est obligé de partir sur le continent pendant des semaines, voire des mois, et il faut faire face à des dépenses imprévues parce que on a effectivement une petite retraite et que la petite retraite ne permet aucun aléa dans les dépenses éventuelles de produits qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Donc le fonds de secours, c'est ça, et c'est 180 000 euros par an. Donc c'est la première axe de dépenses à plus de 200 malades chaque année. Le deuxième axe, ce sont les soins de support dans les hôpitaux. On finance l'intervention d'un réflexologue et d'une socio-esthéticienne à l'hôpital de Castellucci, bien sûr, et en soins palliatifs à raison de 5 jours par semaine. Donc c'est un budget de 40 000 euros par an. Ensuite, nous finançons un programme de recherche en oncopédiatrie sur le médulloblastome de l'enfant, parce que c'est le cancer malheureusement le plus fréquent chez le jeune enfant. Donc nous sommes engagés au niveau du professeur André pour apporter cette modeste contribution à ce programme de recherche. Et puis, quand il nous reste des fonds chaque année, on lance un appel à projet auprès de tous les personnels soignants des hôpitaux et des maisons d'accueil des familles, en Corse et sur le continent, pour améliorer le confort des malades hospitalisés ou pris en charge dans ces maisons d'accueil et autres. Donc en fonction de la collecte, on lance cet appel à projet ou pas. Et là, grâce à nos très généreux partenaires, on a fait une très très belle année et on va pouvoir effectivement cette année à nouveau lancer un appel à projet pour investir et répondre à une demande d'investissement dans les hôpitaux notamment, comme nous l'avons fait les années précédentes pour financer des matelas anti-escar, des pompes à morphine, l'ascenseur de la Maison du Sacré-Cœur à Bastia, des appareils chirurgicaux pour la chirurgie en gynécologique, en matière de cancer gynécologique, des téléviseurs pour les soins palliatifs, enfin voilà, plein de choses, des chevets réfrigérés, plein de choses qui permettent aux malades hospitalisés à ce moment-là de bénéficier d'un petit peu plus de confort, un petit peu plus de bien-être pendant cette phase difficile. Voilà. Catherine Rira, merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Merci beaucoup, Michel. Merci à tous les deux, c'est un plaisir. Au revoir.